outro fator é entender country. Toda experiência é esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Michel. Bonjour Émeric. Merci d'avoir bien voulu venir témoigner de ton expérience politique et partisane à la Fondation Jean Jaurès dans le cadre de ces entretiens sur les héritiers de l'avenir. Alors, parlons peu, parlons bien. J'aimerais d'abord te poser une question toute simple, toute bête. Quand est-ce que tu adhères au Parti socialiste ? Alors, j'adhère au Parti socialiste lors d'un meeting de Lionel Jospin. Déjà ? Oui, déjà. Moi, je suis vraiment une génération Jospin, mais on y reviendra. Un meeting de Jospin en 80, préparatoire à la campagne législative de 81, et je suis emmenée, drivée par une candidate aux législatives. Elles étaient très peu nombreuses à l'époque, et qui a eu la chance d'être élue en 81, donc Paulette Nevoux, qui était sur ma circonscription dans le Val-de-Marne. Et elle me tente en me disant, écoute, je vais dans un meeting, il y a très peu de femmes, il y avait Edith Cresson, bien sûr, il y avait Edwige Javis, mais pour moi, c'était des militantes, puisqu'elles étaient candidates à ce moment-là. Et là, je suis plutôt séduite par le discours de l'homme, avant la communauté parti socialiste, parce que bon, mes parents étaient militants en Tunisie, c'était bon, mais j'étais plutôt attirée par les beaux-arts. C'était tout mon parcours se basait sur l'art, la peinture. Et là, je suis très séduite par le discours, et je décide de faire le pas et donc de m'engager complètement. Et donc tu étais déjà sympathisante. Alors j'étais sympathisante, mais pour la petite histoire, comme j'habitais Chenevière, limite Champigny, j'ai adhéré un mois au Parti communiste français, section de Chenevière-sur-Marne, dont le secrétaire de section s'appelait Péponne. Donc ça marque. Et puis Paulette Nevoux me dit, mais qu'est-ce que tu fais au Parti communiste ? Il faut pas. C'était à l'époque de 80, donc c'était assez tendu. Et je dis, mais, je sais pas, moi, je voulais discuter, débattre, comprendre l'histoire. Et c'est comme ça que je commence ma vie politique. Mais c'est vrai que ça a été d'avoir fait un mois au Parti communiste, c'est très peu, mais j'ai très vite compris que c'était pas ma place. Ma place, elle était plutôt dans une communauté de débat ouvert et non pas de ligne imposée. Et après... Alors, fin 1980, tu adhères au Parti socialiste. Tu nous dis tout à l'heure que tes parents étaient sympathisants. Non, ils étaient militants socialistes. Ils étaient militants de la SFIO en Tunisie. En Tunisie, oui. Ouais. Mon père, ma mère a fait partie des militantes féministes auprès de la première femme de Bourguiba, et qui a écrit justement ce fameux texte de l'indépendance des femmes en Tunisie. Je pense que tout ça m'a marqué, parce que j'ai assisté à des réunions, j'étais toute jeune, parce qu'à l'époque, mon père... Donc tu avais baigné déjà en quelque sorte dans une culture, même si c'était l'évanescente, culture un peu politique. On parlait politique à la maison, quoi. On parlait politique à la maison, mais bon, je m'en intéressais pas plus qu'autre chose. Si, je m'intéressais sur une chose, sur le fait de l'indépendance des femmes. Et souvent, ma mère me disait, quand tu seras grande, il y a deux choses importantes. C'est ton permis de conduire et ton indépendance financière. Et ça, c'est une vraie valeur, je trouve, de féministe et de féminisme, parce que ça te permet une liberté totale. De ne pas dépendre. De ne pas dépendre de quelqu'un. Et ça a toujours été mon leitmotiv, ne pas dépendre. Donc, fin de 1980, tu adhères au parti. Donc, après cette première rencontre, en fait, avec Lionel Jospin, qui deviendra par la suite... très vite tu deviendras très vite proche, on va y revenir. Mais quels sont tes premiers pas dans le parti? Comment ça se passe? Parce que donc, tu adhères là où tu vis, dans le Val-de-Marne. Tu as toujours d'ailleurs vécu dans le Val-de-Marne, encore un peu. Donc, comment ça se passe? Comment se passe l'intégration dans une section du Val-de-Marne, qui était une fédération, qui est toujours une fédération importante du Parti socialiste, mais où
Le Parti communiste domine, quand même, en échange, partage un peu avec la droite gaulliste de l'époque. Hein, c'est ce partage au sein de la ceinture rouge, de ce qui s'appelait encore à l'époque la ceinture rouge. Et il y a finalement, à ce moment-là, peu de villes dans le Val-de-Marne qui sont dirigées par des socialistes. Il y a Alfortville, il y a Créteil, qui vient d'être prise. Mais il y a Cachan, bien sûr. Avec, là, il est rose. Déjà en 1980, oui, c'est vrai. Là, il est rose. Donc, comment ça se passe cette... Moi, j'ai eu la chance donc d'être drivée un peu par Paulette Neveu, qui m'a un peu sollicitée. Et elle était à la section de Chenevière, là où j'habitais. Donc, naturellement, j'ai rejoint la section. Il se trouve qu'il y a eu des municipales en 83. Oui. Elle me demande d'être sur la liste, mais j'attendais ma troisième fille. Donc, j'avais dit... Bon, on ne se met pas en position éligible. Je ne savais même pas, d'ailleurs, je me laissais un peu guider. Mais j'ai découvert des hommes et des femmes qui, eux, étaient déterminés à reprendre cette ville à la droite. Et j'ai découvert les collages d'affiches, les distributions de tracts. C'était une période magnifique, d'ailleurs, de militantes qui s'engageaient. Une découverte extraordinaire. Et je me retrouve, on se retrouve à perdre, à ne pas gagner la ville de Chenevière. Il nous manquait 210 voix, je crois. Et là, tu te dis non. Il s'est passé quelque chose, il faut que tu continues. Donc, je m'implante dans des associations. Je deviens présidente d'une association d'art dramatique, peinture, mais je côtoie beaucoup de gens. Et mon militantisme se traduit aussi comme ça. Et c'est pas je considérais, et je considère toujours, d'ailleurs, le militantisme, c'est pas au nombre d'adhésions que tu fais, c'est au nombre d'adhésions de gens que tu peux convaincre, mais surtout, alors aujourd'hui c'est pour aller voter, parce qu'on est victime quand même d'une abstention record depuis une dizaine d'années, mais c'était surtout de voter et de voter juste, quoi, de voter en adéquation, en lien avec son bien-être, quoi, de citoyen. Donc voilà, en 83, je me retrouve sur la liste municipale. Chemin faisant, bon, il y a eu des cantonales, partielles, etc. Et très vite, la Fédération du Val-de-Marne, dont Paulette Neveu a été première secrétaire. Il y a eu quand même des premiers secrétaires. Il y a eu Patrice Hernu, quand même, premier secrétaire. Et il y a eu Patrick Sèvres, qui a succédé à Paulette Neveu quand elle est devenue députée, puisque c'est incompatible, d'après nos statuts, c'est très bien d'ailleurs. Et très vite, Patrick Sèvres me demande de venir organiser sur le plan administratif la fédération, qui était bon enfant, quoi. C'était vraiment... Et là, je me dis, oh là là, c'est passionnant quand même ce qui s'y fait, les bureaux fédéraux, les secrétariats fédéraux. À l'époque, c'était le comité directeur. Bon. Et je m'intéresse de plus en plus, j'en deviens passionnée. Jusqu'au jour d'ailleurs où je rencontre François Mitterrand lors de la campagne de 88, à Créteil, qui me demande quel est mon parcours universitaire, parce qu'on me présente, Laurent Catala me présente à François Mitterrand. Et je lui dis, Monsieur le Président, on m'a dit que la politique était tout un art. J'ai commencé par le quai Malaquais, aux Beaux-Arts, pour finir quai de Solferino. Et là, il me regarde, il éclate de rire, et il me dit, alors n'abandonnez jamais la peinture, parce que la politique, elle, peut vous abandonner. Et je crois que ce moment a forgé en moi quelque chose de très fort. C'était de ne jamais lâcher mes convictions, de ne jamais... céder à des forces un peu contraires à ce que je pensais et de me battre toujours. Et je crois que je m'en suis pas trop mal sortie sur des points sur lesquels on m'a demandé de porter haut et fort les couleurs du parti. Donc tu adhères juste avant la victoire de 81. Voilà. Tu connais une des rares, quoi, tu partages même le combat d'une des rares députées femmes, parce qu'il y en a à l'époque 8, je crois, 8 pas beaucoup.
élu, en plus sur une circonscription qui ne devait pas être totalement facile. Geneviève-Champigny, ça ne devait pas être totalement Geneviève, aisé, Champigny, Ormesson, il y avait le célèbre comte d'Ormesson qui était là-dessus. Enfin non, c'était intéressant, oui. Une circo compliquée, quoi. Dirons-nous, même si on sait qu'en 80, juin 80, c'est la vague rose qui permet l'élection de beaucoup. C'est l'arrivée de femmes aussi. Hein. C'est les prémices. Les prémices. Alors justement, c'est là-dessus que je voulais t'interroger parce que tu y as fait référence en évoquant ta maman, cette appétence pour la défense des droits des femmes, notamment en politique. Et c'est un des fils rouges de ta personnalité, de ton engagement politique, qui traverse l'ensemble des responsabilités qui ont été les tiennes. Et avant de revenir sur l'histoire du parti, parce qu'il y a 2-3 questions que j'ai en tête, que j'aimerais qu'on aborde, cette question justement de la conquête de la place des femmes dans les scrutins, dans la représentation politique, etc. Et de 97 à 2002 ou 2003, tu es au secrétariat national, chargé justement de ces dossiers. Or, c'est justement le moment où à la fois se décident les désignations pour les législatives de 97 par Lionel, où pour la première fois il y a les quotas de femmes, et ensuite c'est la loi sur la parité de 2000. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu sur cette période, parce que c'est une période qui paraît comme ça un peu loin, un peu comme si c'était une évidence, quoi. Oui. Alors qu'à l'époque, cette histoire d'abord des quotas a donné lieu à beaucoup de débats au sein du Parti socialiste, que ça n'a pas été chose aisée, et que ça a donc donné lieu à des arbitrages politiques assez lourds, et ensuite que cette loi sur la parité, là aussi, a donné lieu à un débat parlementaire singulier, pour dire les choses. Ouais. Alors, la date n'est pas 97, la date c'est 95. Campagne présidentielle. Il se trouve que cette campagne a été montée comme ça, parce que Jospin faisait son grand retour au congrès de Liévin. On reviendra sur ce congrès de oui, Liévin. tout à fait, oui. Et donc, il décide d'être candidat à la présidentielle. Ce sont nos premières primaires, en fin de compte, en interne. Et je le verrai toujours arriver rue de Solferino pour un bureau national avec un sac en plastique de chez Gallimard, où il avait pris quelques bouquins dans cette fameuse librairie qui est en face, et il demande à voir le premier secrétaire, qui était Henri Emmanuelli, pour lui dire qu'il allait déposer sa candidature à la présidentielle. La réponse d'Henri était de lui dire « Ah ben, c'est pas la date, c'est pas l'agenda ». Et il insiste quand même, mais c'était suite à la démission de Delors, enfin la non-candidature, pardon, de Delors. On se souvient tous dans cette émission d'Anne Sinclair. Ah, c'était terrible. C'était terrible comme militant, hein, parce que bon, ça a donné suite après à ce que nous avons vécu, mais je ne sais pas s'il avait été candidat, si les choses avaient été... Bon, bref, on ne va pas refaire le monde, on ne peut pas le refaire comme ça, parce qu'il y a eu de très très bons moments quand même. Et donc, Pierre Mauroy, un lundi matin, au lendemain de cette déclaration de Jacques Delors, nous demande à quelques-uns, nous n'étions pas ici, nous étions avenue, près du Trocadéro, la fondation était près du Trocadéro à l'époque. Mais enfin bon, bref, peu importe. Et il y avait Martine Aubry, Pierre Moscovici, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Christophe Cambadélis, il devait y avoir Gilles Filkestein, Pierre, Jean-Michel Rosenfeld et moi. Et il nous dit, voilà, nous n'avons pas de candidat, puisque c'était un peu la force du nouveau Parti socialiste, hein, c'était le pôle rénovateur, voilà. Et il dit, est-ce que vous me mandatez? Je déjeune avec Lionel à midi pour lui demander d'être notre candidat. Alors là, pour nous, Moscou, Dominique, Cambadélis, c'était inespéré, parce que bon, il revenait quand même d'un... Il avait fait un break, Lionel, hein, après sa sortie du gouvernement, quand Tapi est rentré.
Et là, bien sûr, on dit oui, Martine Aubry, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et il nous appelle à 14h, enfin on a un coup de fil en disant c'est OK, il dit oui, mais il faut aller très vite. Le break des vacances de fin d'année, donc on s'organise. Moi-même, dans ma fédération, j'organise des textes, des machins. Il y avait des camarades comme Carèche. C'était une vraie famille qui se mettait au travail. Et donc il arrive dans ce bureau national, il déclare quand même sa candidature. Fureur de Laurent Fabius, d'Henri Emmanuelli, mais tout était prêt chez nous, parce que nous avions utilisé cette période justement pour préparer cette campagne. Et c'est là, dans cette campagne de 95, pour revenir à la question que tu me poses, il fallait refaire le Tour de France. Et comme j'étais en charge d'une équipe de scouts qui étaient les journalistes quand même, j'entendais des choses sur notamment les candidates. De toutes les façons, ça n'avancera jamais. Et je dis à Lionel, je vais profiter de tes déplacements à chaque fois pour repérer, pour voir si des camarades seraient candidates aux futures élections, notamment municipales, législatives et autres. Il me donne carte blanche avec Daniel Vaillant. Il me donne carte blanche. Mais je repère vraiment... j'étais bien aidée par des camarades comme Nicole Baldé ou d'autres, parce que dans telle ville, on essayait d'être au plus près des femmes présentes, militantes de fond de salles de réunion, mais qui observaient qu'il y avait une formation militante politique très intéressante. Arrive ce qui est arrivé en 95, donc... Lionel en tête du premier tour, donc ça enclenche une dynamique. Et je dis à Daniel Vaillant, et Jean-Pierre Bel aussi, je leur dis il ne faut pas laisser retomber, parce qu'il faut donner du sang neuf au parti par de nouveaux candidats, et surtout des candidates. Le deuxième tour, OK, et on prépare 98 quand même. Donc on prend le parti, Lionel Jospin devient premier secrétaire, parce que Henri Emmanuelli lui cède le poste de premier secrétaire. Ça s'est passé à Disney quand même, c'était assez pittoresque, c'était bon. On en a tous gardé un moment très, très, très marrant, très drôle. T'imagines, tu y avais Twitter et Facebook à ce moment-là, je pense que là, ça aurait explosé. Et en même temps, ça te permettait à Lionel de revenir sur des terres qui ne lui étaient pas totalement inconnues. Non, c'est vrai, parce que Meaux, c'est là où il joue au basket. Disney, voilà. Et donc, je deviens secrétaire nationale adjointe aux fédérations, ce qui me permettait d'aller dans les fédérations et de légitimer poursuivre ton Tour de France, pour repérer les candidates. Déjà, oui, je ne pensais pas être prise au secrétariat national, mais il fallait me donner du sens à ma démarche. Et là, je crois que j'ai vécu la plus belle expérience de militante. Ma mère me disait... Tu vas être haï des hommes du Parti socialiste. Et je lui disais, mais non, tu vas voir, au contraire. Parce que ça nous a quand même donné presque 3 ans pour préparer ça. Et quand tu arrives, par exemple, je crois que c'est à Villeneuve-sur-Lot, que tu vas voir un secrétaire de la section qui te dit je suis à toi, j'arrive, je me prépare, tu sais, législative, ça va être bon cette fois-ci. Et je lui dis, non, c'est pas toi que je viens voir, c'est ta femme. Et là, moi, j'ai vu des choses incroyables. Ce camarade venant pleurer en me disant « Tu m'insultes, je vais être rejeté par mes enfants ». Il n'a jamais fait plus de 10% aux législatives dans son secteur. Et Michel, elle s'appelle Michel, a gagné la législative. C'est fantastique. Puis à ce moment-là, je vois arriver une femme dans mon bureau, une jeune dame qui me dit « Bonjour, je suis Anne Hidalgo ». On m'a dit que tu accueillais les militants. Elle n'était pas adhérente encore au Parti socialiste, mais que voilà, je me porte candidate dans la section du 15e arrondissement avec Pervenche Berès, Jean-Pierre Blatt, secrétaire de section. Et puis j'avais senti qu'il y avait une démarche chez elle qui était très volontariste et qu'elle était déterminée à donner ce coup de pied dans la fourmilière.
Je vais voir Bertrand Delanoë qui était dans le bureau à côté du mien, qui Oui, était bien sûr. secrétaire national à la communication. Et je dis, Bertrand, écoute, qu'est-ce que je fais? Il me dit, attends, je vais venir la voir. Et là, il se crée quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc tout ça, ce sont des histoires, certes, mais qui ont marqué des vies aussi. Il y en a une qui est venue me voir, que j'ai été voir à Jarnac, qui faisait son cognac. Et elle me dit non, ça m'intéresse pas, parce que moi, il faut que je gagne ma vie. Je dis, mais essaye. Elle me dit, tu sais, ici, on ne fait pas plus de 5-6%, c'est pas possible. Mais il y avait une telle dynamique dans l'électorat qu'elles ont fait bouger les lignes. Et sur 170... Non, le parti a investi 170 candidates. Femmes. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup d'élus, je crois qu'il y a eu une quarantaine d'élus. C'est déjà beaucoup. C'était énorme, c'était énorme. Et par exemple, la camarade de Jarnac, elle a été élue et elle vendait son cognac à l'Assemblée nationale. Elle faisait la promotion de son cognac à l'Assemblée nationale. Il y avait toute une fraîcheur dans tout ça qui nous a beaucoup marqué. Tu nous racontes cette anecdote du secrétaire de section de Villeneuve-sur-Lot. Un peu, pour pas dire autrement, mari, oui. de voir sa femme préférée à lui-même. Mais ça me fait deux remarques par rapport à cette anecdote. On a souvent accusé quand même, par la suite, qu'à l'occasion de ces quotas, quand c'était pas l'homme qui pouvait y aller, en gros, on y mettait sa femme, ou sa maîtresse, ou sa collaboratrice. Donc il y avait une espèce de dévalorisation en quelque sorte de ces candidatures. Ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est la suivante. Est-ce que bien sûr qu'il y a eu des freins, j'imagine, dans chacune des circonscriptions, parce que c'est jamais simple, etc. Mais est-ce qu'à la commission électorale, par exemple, nationale, est-ce que les choses se sont faites comme ça? Parce qu'après tout le monde était, quels que soient les courants, les sensibilités, les boutiques... ou les individualités. Tout le monde était d'accord avec cette perspective, ou est-ce que ça a nécessité un arbitrage assez ferme et clair du premier secrétaire de l'époque? Alors, d'abord, j'avais la chance de connaître la carte électorale interne de notre parti. C'est-à-dire que dans telle section, je savais si elle était courant Fabius, courant Jospin, courant Mermaz. Je savais exactement, je n'allais pas... à l'aveugle. À l'aveugle, pas du tout. Parce que c'était la condition de la réussite. Je voulais avoir une union sacrée autour de ça, de la part de tous les chefs de courant. Et j'ai pas été voir les chefs de courant avant en leur disant, voilà, tu as tant de sections, tu auras tant de candidates. C'était pas ça ma démarche. Ma démarche, c'était de connaître la section, connaître le territoire, pour pouvoir justement dire, attends, je sais que dans ce territoire, c'est une priorité de telle sensibilité. Donc je cherche une candidate de telle sensibilité. Et ce n'était pas souvent les femmes des maris que j'allais voir, c'était surtout les militantes de fond de salle qui écoutaient les réunions sagement, qui préparaient sagement les tartines, qui préparaient l'école, etc. Et quand tu allais interroger ces militantes, elles connaissaient la vie du parti par cœur. Elles connaissaient le territoire et notamment la vie de la section, l'engagement des uns et des autres par cœur. Donc c'était une richesse, c'était la mémoire des sections de notre parti à ce moment-là était souvent portée par des femmes. Parce que militantes assidues, fidèles au parti, fidèles au chef du parti, c'était comme ça, quoi. J'en connais une qui est en Haute-Savoie, Annie, et elle, c'est incroyable. À Haute-Savoie, ils ont tout eu, ils ont eu des parachutages, ils ont eu un tas de choses, et parce qu'ils étaient des militants, parce qu'ils étaient fidèles au parti, et ben ils ont tout exaucé. Ils ont même eu Dominique Strauss-Kahn comme candidat, et ils ont mené des campagnes extraordinaires. Et ça crée des amitiés, tout ça, parce que c'est notre histoire. Et moi, je n'y allais jamais à l'aveugle. Et je me souviens d'une remarque de Laurent Fabius, qui, au travers de son porte-parole à la commission électorale, dit « Pour moi, c'est parfait ». Parce qu'il a compris l'enjeu majeur de ces élections-là, et en plus, on a eu la chance d'avoir la dissolution, et d'être prêts, surtout. Les candidates, elles étaient prêtes. Enfin, pour nous, elles étaient prêtes.
Je ne suis pas rentrée dans un système de formation des candidates pour être candidate à une élection, faire une affiche, un tract. Nous n'avons pas perdu de temps là-dessus parce qu'elles étaient déjà formées. C'est elles-mêmes qui faisaient les tracts, c'est elles-mêmes qui faisaient... Donc il y avait déjà une formation naturelle, j'allais dire. Et puis bon, la commission électorale, c'était une priorité du premier secrétaire et du comité directeur à l'époque. C'était oui, c'était quelque chose que l'ensemble du parti portait dès lors que il y avait un espèce de respect des équilibres internes, des sensibilités. J'ai eu des résistances quand même. Oui. J'ai eu des résistances dans certains secteurs. C'était pas facile. Hein. Bon, peut-être il y a eu une dizaine de résistances de camarades qui se croyaient persuadés qu'une femme allait perdre sur sa circonscription. Bon, je pense qu'on a cédé à une ou deux résistances, pour des raisons historiques aussi, en Charente par exemple, des choses comme ça. Mais ça n'a en rien perturbé la dynamique qui avait été mise à ce moment-là dans le parti et dans l'électorat. Alors je fais un petit peu en arrière, parce que tu as commencé à répondre à ma question sur la parité en rappelant la campagne présidentielle de 1995, ce qui est logique. Oui, parce que tout a commencé là. Hein. Parce que tout commence là, c'est-à-dire le retour de Lionel après sa défaite, son éviction du gouvernement, sa défaite en 93, et le fait de vouloir retourner dans le corps diplomatique, ce qui lui est refusé, comme chacun sait, par Alain Juppé. Donc il y a cette espèce de mini-traversée du désert, en tous les cas, qui aujourd'hui apparaît comme une mini-traversée du désert. De bac à sable, on va dire. De bac à sable, voilà. Mais seule l'histoire nous a appris que c'était un bac à sable. Au moment où il la commence, personne ne peut le savoir. Tout à fait, oui. On se disait que c'est. Ne cédons pas à l'Uchronie, donc. Mais entre les deux, il y a donc ce congrès de Liévin. Or, ce congrès de Liévin est un peu particulier parce que fondamentalement, le Parti socialiste s'est pris une tôle assez magistrale en 1993, qui a été jusqu'en 2017 sa plus grande défaite électorale. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, il y a quelques-uns qui ont réussi à surnager, à peine 60 députés, dont d'ailleurs un primo-député qui s'appelle Jean Glavany, qui est élu pour la première fois en 1993, c'est un des rares, sinon le seul d'ailleurs, à être élu pour la première fois en 1993. Bref, le parti dans cette espèce de phase de reconstruction, en tous les cas, d'essayer de se reconstruire. Et donc il y a ce congrès de Liévin, terre minière, au passé socialiste lourd, important, on voit bien toute la symbolique, l'histoire de la mine, enfin bon, tout le monde connaît ça, tout semble promettre à ce qu'il n'y ait qu'une seule motion, celle qui va permettre à Henri Emmanuelli de continuer à être premier secrétaire du Parti socialiste. Et pourtant, il y a une petite motion là qui apparaît, une espèce de truc bizarre, un texte que personne ne voit venir, ou peu, et au sein duquel on va retrouver beaucoup des gens que tu as cités tout à l'heure, et qui va permettre l'émergence d'un jeune homme à l'époque, Vincent Payon, qui va en être le fer de lance en quelque sorte, celui qui l'incarne. Or, on sait évidemment que cette motion, une motion n'est jamais totalement innocente dans cette vie d'une grande naïveté qu'est le Parti socialiste. Donc j'aimerais que tu nous racontes un peu ça, parce que tu en as été partie prenante. Oui. Donc le congrès de Liévin de novembre, c'était à peu près. Au mois de juillet, je reçois un appel téléphonique en me disant « Il faudrait que tu rencontres un certain Vincent Payon ». C'était Alain Gesmar qui m'appelle. Il faudrait que tu le vois, parce qu'il écrit un texte. J'étais première secrétaire de ma fédération. Et ça peut être intéressant, parce que tout le monde pense qu'il ne va y avoir qu'un seul texte. Il faudrait peut-être qu'on y travaille. Et j'appelle le numéro qu'on me donne, et je tombe sur un camarade. Il me dit « Ah bah oui, j'aimerais bien te rencontrer. Voyons-nous ». Je raconte cette histoire parce qu'elle est très marrante par rapport au comportement de Vincent. C'était une nouvelle génération qui arrivait au parti. Et d'après sa voix,
je m'imagine un camarade très vieux, vraiment pas du tout un jeune dynamique, quoi. Hein. Et il me donne rendez-vous dans un café à la Bastille. Et en plaisantant, je lui dis, écoute, je prendrai Libé sous le bras pour qu'on puisse se reconnaître. Il me dit, non, moi je vais te reconnaître. Donc, et je ne m'attendais pas du tout à voir arriver. Bon, Vincent est un très bel homme. Il a ce côté enseignant, mais très moderne. Et donc, il me dit, voilà, j'ai écrit un texte avec quelques camarades que tu connais et on voudrait le porter au prochain congrès. Mais j'ai besoin d'aide, quoi, pour le tirer, pour qu'il soit envoyé dans les fédérations. J'étais une des résistantes au Bureau national, hein, avec Claude Estier, moi. Parce que quand je dis résistante, c'est que beaucoup ne venaient plus au Bureau national, parce que c'était, il s'y passait rien. Et avec Claude, on avait décidé d'être présent à chaque Bureau national. Donc j'avais une certaine... J'écoutais certaines choses. Et je me laissais pas faire non plus sur d'autres, parce que la fédération du Val-de-Marne, tout le monde savait que c'était une fédération très mitterrandiste, et puis très jospiniste après. Donc, et donc je décide, avec l'appui de quelques camarades de la fédération quand même, j'allais dire des maires, parlementaires, proches, de tirer le texte de Vincent, de le signer comme première secrétaire. Il avait besoin d'un certain nombre de signatures pour être accepté. Ben oui, donc on a fait une campagne en plein mois d'août, faut le reconnaître, pour aller envoyer les textes, distribuer. Je me souviens, je m'étais même fait gauler un samedi matin par un camarade de je ne sais plus quel courant, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu tires? Il y avait Christophe Carèche avec moi, et je dis, ben, on tire un texte, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Bon, enfin, c'était presque militaire, c'était, alors que moi, bon, pour moi, c'était la vie du parti, hein, je ne voyais aucun... bien au contraire, j'étais dans mon rôle de militante d'un parti qui se voulait progressiste, démocratique, etc. Et donc voilà, on arrive au congrès de Liévin, et donc on voit bien sûr quelques noms un peu, Michel Savon, Fédération du Val-de-Marne. Personne n'a vu qu'il y avait du Jospin là derrière. Personne. Mais quand tu vois Alain Gesmar, Vincent Payon, avec le recul d'ailleurs, tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui est... Mais au moment où vous le faites, c'est pas sujet. Non, c'est pas du tout. Parce que, contrairement à une époque qui a suivi, c'était pas au travers des noms qu'on s'engageait sur un texte, c'était vraiment sur le texte. Et ce qu'il portait. Et tout a changé à ce moment-là, parce que tu t'identifiais par rapport à un homme ou une femme qui portait le texte, et c'est pas ça. Et donc, à Liévin, Lionel est présent à Liévin. Mermaz est président de la commission du Congrès, du Conseil national, enfin, comité directeur, je crois que c'était encore à l'époque, c'est Michel Rocard qui a changé après le texte. Et il ne voulait pas le faire rentrer dans la salle du Conseil, qui décidait des textes, enfin, comment dirais-je, d'essayer de trouver des points communs pour avoir un texte. Commission des résolutions. Commission des résolutions, chercher le thème. Tu vois, ça, entre les deux textes voilà. qui avaient été donc, déposés. Donc Lionel est dans l'antichambre, sur un banc, avec Sylviane. Moi, je suis à l'intérieur avec Daniel Vaillant. Mais j'étais un peu... Enfin, on était plutôt sur deux, quoi. On défendait... Et Jean Glavany, on lui demande de faire entrer Lionel. Il dit non, il n'est pas membre. Et là, ça a été il s'est passé quelque chose dans le parti. Et donc, beaucoup s'engagent derrière la motion 2, bien sûr. Moi, à ce moment-là, je dis à Lionel, je ne peux pas aller plus loin parce que je vais fracasser ma fédération. Ce n'est pas possible. Moi, je voulais garder l'unité de ma fédération. On allait aborder des élections. On ne savait pas à ce moment-là quel serait le destin de Jospin à ce moment-là. Et donc, je me retire, mais en laissant des camarades de ma fédération, je me retire pour l'unité de mon département. Je ne voulais pas, parce que... Il faut savoir que 93, on a perdu Lourdes aussi, que les municipales se préparaient, que bon. Et donc,
On part de Liévin. Il faut savoir qu'à Liévin, on nous annonçait tous les quarts d'heure que François Mitterrand venait à Liévin. Donc certains étaient préoccupés par ça, d'autres par l'avancée du texte dans ce parti. Et on sort avec un Emmanueli pas majoritaire. Parce que ce texte a fait des voix dans le parti. Et alors, je crois qu'à ce moment-là, certains jospinistes, de renommée d'ailleurs, quittent Jospin pour rester avec Emmanueli, dont Jean-Pierre Bel, dont Didier Guillaume. Oui, par fidélité au poste de premier secrétaire. Oui, et puis Jean Glavany, d'ailleurs, Jean Glavany lui-même dira à Henri Emmanueli d'être candidat, que c'est à lui d'être le candidat à la présidentielle parce qu'il est le premier secrétaire. Exactement, Oui. parce que c'est la tradition, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il refuse à Lionel, sur une question d'agenda, le dépôt de sa candidature avant le 4 février, parce que c'est le 4 février. Et lui, il dépose le 4 janvier. Donc, bon, il y avait un problème de... Et il insiste, il dit non, parce que Lionel avait senti à ce moment-là qu'il y avait une poussée très très forte pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Et là, on part dans un... Alors, je voudrais pour terminer, venir sur un élément. Tu as été candidate à plusieurs reprises à Chenevière. J'étais candidate en 97. En 97, où Lionel vient te soutenir. Oui, et j'ai loupé dans une circonscription de droite. Tu étais premier fédéral à l'époque. Oui, j'étais première fédérale. Donc tu vas au combat, normal. Oui, dans une ville de droite et Dans bien une à droite, ville de Saint-Maur-des-Fossés. droite, Ouais. Saint-Maur, Chenevière, etc. Mais en fait, ton vrai mandat électoral, celui qui va t'occuper pendant 16 ans. 16 ans, hein, c'est le mandat de conseiller régional. Oui. Suite à la victoire sur le fil Oui. de 1998 dans une liste d'union de la gauche, de l'ensemble de la gauche, dès le premier tour, y compris dans le Val-de-Marne. Oui. Je dis y compris dans le Val-de-Marne parce que c'est quand même une terre où l'affrontement, on y faisait référence tout à l'heure, avec le Parti communiste est fait, comme d'habitude, d'avancée et de recul, quoi, hein. Oui. De temps en temps on se tape dessus, de temps en temps on s'accorde, selon les territoires d'ailleurs on s'accorde plus qu'on ne se tape dessus, bon bref. Et donc tu deviens conseiller régional dans cette liste d'union qui est tirée par le Parti communiste, si mes souvenirs sont bons. Alors, non. Elle est pas Comment tirée, ça se passe ? Elle est tirée par Laurent Catala. C'est Laurent qui Alors, est tête de liste en 98. il faut que je raconte un épisode du choix de la tête de liste pour les régionales en Île-de-France. Parce que nous étions donc au gouvernement, puisqu'on venait de gagner les législatives. Lionel, Premier ministre. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie et des finances. Et il fallait trouver une tête de liste. Alors, le nom de Dominique Strauss-Kahn s'imposait. Mais il y avait, Lionel disait, tu ne peux pas être ministre et président de région, ça c'est pas possible. Donc avec Gilles Filkestein, on organise un dîner où sont invitées toutes les têtes de liste départementales. Claude Barthelone, Michel Rocard. Et Laurent Catala. C'est Huchon qui est tête de liste en 98 dans les Yvelines. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il a vraiment eu un coup de chance. Pourquoi ? Parce que Dominique n'étant plus candidat, ça revenait à Michel Rocard. Parce qu'il y avait une fidélité à Michel Rocard, et notamment sur ce qu'il avait fait au plan, etc. Il y avait du sens dans cette candidature. Et puis on a vu quelque chose s'organiser en disant non, certains disaient on ne veut pas de Michel Rocard. Il faut passer à une génération, la région Île-de-France a besoin de quelqu'un dynamique. Tout le monde était candidat. De Laurent Catala à Manuel Valls, à pas Claude Barthelone. Parce que, bon, tout le monde était candidat. Et puis on voit Jean-Paul Huchon lever la main en disant, écoutez, moi j'ai une proposition, je me porte candidat, et Dominique, dès que tu n'es plus ministre, je te cède la place. Et ça se joue là-dessus. Il a eu, il a senti l'intuition que c'était peut-être comme ça qu'il fallait y aller.
Et je me souviens, il y avait Jean-Marie Le Guen qui disait « Vous croyez, vous êtes sûr ?» et ça se fait comme ça. On gagne dans le Val-de-Marne. Laurent Catala, étant député, maire, me laisse la place, puisque c'était un homme, une femme, c'était la condition du parti. Hein. Et on fait alliance avec le Parti communiste. Parce qu'on avait senti aussi qu'il y avait une nouvelle donne en Île-de-France. Hein. C'était la dynamique de la présidentielle, certes, la dynamique des législatives, et puis sur l'ensemble des régions. Il faut savoir que c'était les anciennes régions un peu partout en France. Il y avait une montée du Front National qui était très très forte. Pas en Île-de-France, mais ailleurs. Tu dois te souvenir ce qui s'était passé en Rhône-Alpes, les Bouches-du-Rhône, hein, PACA, même le Nord. Hein, il y avait quand même des choses qui étaient... Donc il y a eu un rapprochement entre les listes de gauche et le Parti socialiste. Je crois que c'était l'une des expériences les plus fortes, où il n'y a pas eu de négociation de dernière minute, parce qu'il y avait des cantonales en même temps, donc, et le Conseil général du Val-de-Marne étant communiste, j'avais joué à ce moment-là dans mes fonctions de première fédérale en disant on soutient le Parti communiste partout où il est sortant, mais il faut que le Parti communiste nous soutienne aussi là où nous sommes, et aussi par rapport au régional, on fera en sorte... Donc, le conseil régional a été pour moi, alors, je ne pensais pas d'abord être vice-présidente à ce moment-là, parce que je me disais, il y a certainement d'autres camarades qui ont plus d'expérience que moi, mais j'ai appris un vrai métier, j'allais dire, ce qui concerne les ressources humaines. Parce que Dominique Strauss-Kahn et Jean-Paul Huchon, et Jean-Paul Planchou, me proposent de prendre la vice-présidence chargée de l'administration régionale, du personnel, les marchés publics, non, ça a été après. Des moyens généraux. Des moyens généraux. Et moi, on me disait, ah bah, si tu prends une vice-présidence, surtout ne prends pas ça, prends autre chose. Il faut te rappeler qu'en 98, il y avait la Coupe du Monde de foot, et donc je voulais être au sport, parce que je voulais aller voir les matchs. Et en fin de compte, le Parti communiste, au travers de Marie-Georges Buffet, avait demandé les sports, parce qu'elle était ministre des Sports. Et donc je me retrouve là et je découvre un formidable élan, je découvre une formidable fonction que tu as connue à mes côtés d'ailleurs, mais parce qu'il y avait de l'humain. Et là, pour moi, j'en ai découvert que c'était mon essentiel un petit peu. Il y avait la politique. On m'appelait la voiture balai à l'époque, hein, parce que une fois que ça passait par moi, ça allait chez Huchon et après c'était validé ou pas. Mais mon seul réconfort, j'allais dire, c'est qu'en 16 ans de mandat, j'ai pas eu une seule grève dans un personnel qui est passé de 800 agents à 12 000 agents en l'espace de 7 ans. Bon. Voilà, donc l'expérience régionale m'a démontré qu'on d'abord on s'improvise pas comme ça. Et j'avais ce parcours politique qui m'aidait aussi, hein, parce que dans les négociations avec les partenaires politiques à la région, c'était intéressant. Et puis, bon, j'étais passionnée, hein, oui, tout disons simplement. Qu'une négociation en CTP avec les partenaires sociaux, c'était de la petite bière à côté des négociations avec le Parti communiste pour les cantonales. Ah oui, complètement. Mais j'avais un concept qui était, avec le directeur général des services ou le directeur des ressources humaines, c'était de dire, il y en a un qui épluche les oignons et l'autre qui pleure. Donc c'était une façon de serrer un peu, mais de lâcher aussi des revendications pour lesquelles, pour certaines, j'étais entièrement d'accord, oui, bien sûr, avec les syndicats. Il faut savoir que je suis arrivée dans une région où il n'y avait qu'un seul syndicat, c'était Force ouvrière, mais verticale. Tu n'avais pas le droit de parole, c'était le RPR de l'époque. Il faut savoir quand même que cette région, c'était Coasgen, c'était, bon, les enfants pasquois hein, aussi. Et donc, il a fallu un peu nettoyer tout ça. Il a fallu aussi créer d'autres unités syndicales, parce que je ne pouvais pas fonctionner qu'avec une seule unité syndicale, Force ouvrière, d'accord. Donc, on a créé, enfin, grâce aux agents qui ont pu montrer leur bout de leur nez, le syndicat CFDT, la CGT s'est séparée de FO, parce qu'à l'époque, c'était FO-CGT, enfin...
Non, j'ai vécu une formidable aventure humaine, plus avec les agents de la région qu'avec les élus. Les élus, c'était bon, ils étaient dans leur rôle. Bon, j'ai quand même connu les Le Pen. On a connu dans cette région la déchirure entre Maigret et Le Pen. Et on a vu arriver quand même les gars de Maigret avec des flingues autour de la taille pour aller voir leur responsable, c'était Martine Leydeux. Donc, une fois que tu as connu ça, une fois que tu as vu ça, tu te dis quand même que la politique avait bien changé depuis 81, 86, 93. Parce qu'on en était arrivé à des points pas possibles. Donc je me suis consacrée complètement à mon mandat, au travers duquel j'ai fait beaucoup pour les femmes. Et ce qui m'a permis de découvrir les régions d'Europe. Ces régions d'Europe où j'ai découvert des choses fantastiques, des expériences, des projets. J'ai appris comment l'Europe fonctionnait au travers de ces régions. C'est Edgar Faure qui avait créé ça. Et donc, j'étais la première Française présidente après Edgar Faure. Donc, c'était pour moi une référence historique. Et suite à tout ça, en matière climatique, parce que les choses étaient quand même très avancées. Oui, après ton mandat, tu t'es engagé. Voilà, tu as profité de la fin de ton mandat pour t'engager dans autre chose qui était le R20, qui est devenu par la suite le R20 et la lutte contre le changement climatique. Oui, au travers des régions. Au travers des régions, parce que l'esprit territoire, le concept territorial, le principe de subsidiarité, tu le pratiques là. La pyramide, il fallait qu'elle s'inverse. Et je me disais que matière climatique, c'était là où les choses se... Et d'ailleurs, on le voit bien, quand tu vois les maires avec du C40 qui se sont réunis autour d'Anne Hidalgo, il y a des choses qui se passent qui sont fantastiques. Quand l'annonce de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris très vite avec la Californie, on a mobilisé les 50 États américains pour qu'ils viennent, parce que c'était plus possible les deux autres, pour qu'ils viennent signer avec nous sur l'esprit région un accord sur le climat avec leur budget pour financer 1% de la part de leur budget pour financer les questions climatiques. Donc il y a des choses très politiques qui se sont faites. Et je pense que j'ai pu les faire grâce à cette expérience que j'ai eue entre les hommes et les femmes dans ce parti politique et l'approche humaine de la vie politique, quoi. Et l'approche régionale. Et l'approche régionale, parce que je suis profonde d'abord, je suis régionaliste, ça je l'ai toujours été, mais le territoire, alors aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs, on le voit même sur la question de la pandémie, c'est le territoire qui actionne, parce que le territoire est en phase avec ce qui se passe chez lui. Tu ne peux pas faire ce que nous faisons en Europe ou en France sur la question de la pandémie, faire un copier-coller en Afrique. Ce n'est pas possible. Les causes ne sont pas les mêmes, les raisons ne sont pas les mêmes. Et c'est, je crois, ce qui me donne envie de continuer encore. Merci Michel. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.